Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans l'émission Le Monde en 7 ce samedi 17 juillet 2022. Nous allons comme toujours revenir sur les principaux sujets qui nous paraissent importants dans les nombreux sujets d'actualité de la semaine. Deux sujets en international et un sujet au niveau du Togo. On parlera du Mali, l'affaire des 49 mercenaires bien sûr entre griffes. Abidjan qui plaide non coupable dans ce dossier. Nous irons également du côté de la Côte d'Ivoire évoquer la rencontre entre les trois ténors de la vie politique, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui se sont mis ensemble pour la paix. Et puis le Togo, on va évoquer donc le meeting interdit de la dynamique Monseigneur Podro qui finalement a décidé donc d'annuler sa manifestation avec deux invités sur le plateau. Toujours un plaisir de les recevoir. Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam, bonsoir chers amis téléspectateurs. Très heureux également de vous retrouver. Et bonsoir aux collègues et confrères qui sont à la maison. Je vais parler de tous les membres du CONAP, je les salue d'ici. Et donc merci de m'avoir encore convié à ce rendez-vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour faire le débat avec vous, nous recevons également le président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique, Yao Ekolo Nukunu. Bonsoir, monsieur Nukunu. Bonsoir, monsieur Samuel. Bonsoir à tous vos collaborateurs ici à New World TV et à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Tout mignon en traditionnel. Et bien évidemment, en tant qu'Africain, Oui. bien sûr. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On commence donc avec le premier sujet, c'est le Mali. Les autorités du Mali ont arrêté, c'était le dimanche dernier à l'aéroport de Bamako, l'aéroport président Modibo Keïta, 49 militaires ivoiriens. Ceux-ci sont considérés par Bamako comme des mercenaires arrivés illégalement sur le territoire. C'est ce que le porte-parole du gouvernement a annoncé, précisant que le dossier a été transmis aux autorités judiciaires compétentes. La Côte d'Ivoire a exigé mardi leur libération. Mais on va écouter donc le porte-parole du gouvernement malien sur ce dossier. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Alors donc voilà donc le porte-parole du gouvernement de la transition au niveau du Mali. On l'a bien entendu, le gouvernement malien considère ces 49 militaires comme des mercenaires. Disons le tout haut, du côté de la Côte d'Ivoire, on a appelé à la libération immédiate de ces militaires interpellés injustement, ce sont les mots utilisés. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre, indique le communiqué de la présidence ivoirienne. À l'issue du Conseil des ministres le mercredi dernier, ils font tous partie du Conseil national de sécurité. À l'issue d'un Conseil national de sécurité le mercredi dernier, la Côte d'Ivoire a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, poursuit le communiqué. Basile Agbo, c'est une affaire pour beaucoup banale, mais qui a pris des allures diplomatiques. Est-ce que pour vous, il y a un véritable fond sérieux à cette affaire ou simplement le Mali essaye de faire payer à Abidjan son intransigeance dans la question des sanctions contre le pays? Merci Sam. Je crois que, tel que tu es en train de le dire, il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'à l'heure actuelle, le Mali est dans une situation où tout fait peur. C'est-à-dire que vous savez que la situation du Mali, nous avons une junte militaire qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est vrai qu'il a subi donc toute la hargne d'Abidjan pendant qu'il s'était installé. Et donc Ouattara a été celui-là qui a été très farouche contre eux, oui, et qui a demandé à ce que les sanctions soient appliquées contre eux. Bon, d'un côté, on peut dire que sur ce point, on ne peut pas tellement accuser Abidjan d'avoir été ferme.
parce que nous sommes dans une marche démocratique au jour d'aujourd'hui, mais on n'accepterait pas une incursion, n'est-ce pas, de l'armée sur la scène politique aussi facilement. C'est vrai qu'il y a des problèmes et qui auraient pu être résolus un peu avant pour éviter que les militaires fassent cette incursion sur le pouvoir, sur le pouvoir politique. Mais malheureusement, moi j'accuse toujours les pays de la CEDEAO de n'avoir pas très tôt vu le mal arriver pour essayer de le conjurer avant que les militaires ne prennent le pouvoir. Donc on aurait pu juguler tout ça là avant que ça n'arrive à ce niveau-là. Donc c'est vrai que Ouattara a été ferme, qu'il faut une sanction, etc. pour éviter que nous prolongions donc le continent africain dans un processus de coup d'État. Mais il aurait fallu se poser la question de savoir est-ce que c'était évitable que les militaires prennent le pouvoir au Mali. Bien. Et donc, aujourd'hui, la junte militaire qui est là considère Abidjan comme, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler d'ennemi, est-ce qu'on peut parler de don. Maintenant, l'arrivée du 49 militaires sur le sol malien ne peut pas passer inaperçu. Ouais. La question que je me pose, c'est que est-ce que ça se passe comme ça dans les pays où des militaires peuvent débarquer dans un pays sans l'autorisation préalable des autorités de ce pays? On m'a dit que c'est vrai qu'ils ont eu à poser le problème et que je ne sais pas, le ministère des Affaires étrangères aurait été informé, mais ce ministère dit n'avoir jamais été informé. Donc, il y a des quiproquos qui créent le problème devant lequel nous sommes aujourd'hui. Mais, je me dis, est-ce que Abidjan peut envoyer des mercenaires, déstabiliser le pouvoir malien en ce moment-ci? Point d'interrogation. Ouais. Point d'interrogation. Donc, je me dis que ce problème aurait pu connaître un aboutissement de façon diplomatique. Si c'est un autre pays dont les militaires ont fait cette incursion, ça ne serait pas interprété comme ce qu'on est en train d'interpréter aujourd'hui à Abidjan. Vous savez la situation donc entre Abidjan et le Mali. Et donc voilà, mais diplomatiquement, on aurait pu se mettre ensemble pour juguler ce problème, pour régler ce problème. Mais le ton que prend aujourd'hui Ouattara, libéré immédiatement, je dis, c'est comme si on adresse à des petits garçons qui sont en train de s'amuser quelque part et qu'ils ont pris en otage un de leurs amis. Non, c'est un problème sérieux. Que des militaires débarquent dans un pays avec armes au poing, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'armes, mais les militaires eux-mêmes affirment qu'ils ont les armes pour se protéger et protéger donc les instruments qu'ils utilisent. Donc je crois qu'il faut une grande diplomatie pour juguler ce problème-là qui fait mal au continent africain, qui fait mal à la sécurité. Justement, selon Abidjan, et on va l'écouter tout à l'heure, la présence de ces soldats dans le cadre s'inscrit dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, et c'est bien connu des autorités maliennes, ce que démentent justement les autorités maliennes, Yahweh Klonoukoulou. Ce qui ne plaide pas également pour Abidjan, c'est que les Nations Unies elles-mêmes ne reconnaissent pas la présence de ces 49 soldats. Mais écoutez, M. Samuel, il faut reconnaître que le Mali actuellement est dans une situation d'alerte, de vigilance permanente, constante, de veille. Absolument. Et donc, oui, que l'on évoque cet aspect où le président Ouattara aurait été intransigeant par rapport aux prises des sanctions contre le Mali, etc. C'est vrai, les militaires se lèvent, ils prennent le pouvoir, mais il y a aussi une part de responsabilité par rapport aux civils. Oui, parce que nous avons vu au Mali, c'est un président en exercice, un président élu en exercice qui a été renversé, non pas dans un premier temps par les militaires, mais c'est le peuple. Et ça, c'est compte tenu de la nature de sa gouvernance qui a frustré beaucoup de citoyens. C'est ce qui a conduit à cela. Bon, à moins qu'il y ait des raisons, qu'il y ait des mobiles encore qui soient quand même cachés, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une indignation populaire contre la gouvernance du président Ibeka. Et ça doit interpeller, je crois, ma foi, tous les présidents civils qui se réclament légitimes, et qui soient à même de diriger les pays et non pas les militaires. Ça doit les interpeller parce qu'en amont, il y a une responsabilité qui doit être assumée afin d'éviter que, comment l'appelle-t-on, que les coups d'État
ne reprenne, ne soit d'actualité. Bon, à l'exception du Burkina où vraiment ce n'est pas la même chose, mais néanmoins nous avons vu les militaires monter au chrono et ça c'est en cela que jusqu'à preuve du contraire nous disons que le coup d'État au Burkina c'était du désordre par rapport aux autres pays. Maintenant, et pour ce qui concerne le rôle joué par le président Ouattara, ben, écoutez, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui s'inscrit dans cette démarche, dans cette initiative de la MINUSMA. Et il y a des critères, il y a un mécanisme approprié qui définit le déploiement de chaque pays sur le sol malien, etc. Alors, pourquoi est-ce que cela n'avait pas été observé comme cela se devait? Ça, c'est d'un. Et maintenant aussi, M. Ouattara, le président Ouattara, les Maliens savent pourquoi ils qualifient ces 49 militaires ivoiriens de mercenaires. Parce que ça, c'est une façon déguisée de dire que M. Ouattara lui-même, c'est un mercenaire. Au regard des épisodes qui ont conduit à sa montée au pouvoir. Je vais faire allusion depuis 2010 jusqu'à ce que la France intervienne également en faveur de M. Ouattara pour enlever le président Gbagbo et installer le président Ouattara. Alors donc, il y a tous ces aspects-là. Pour moi, je pense que c'est un message que les Ivoiriens et les Maliens, de façon quand même, non pas directe, mais dévoilée, ils sont un message qu'ils sont en train d'envoyer Ivoiriens, non pas parce que le président Ouattara aurait été ferme pour ce qui concerne la prise de sanctions contre le Mali, non, mais le connaissant, le sachant, son passé, son parcours et éventuellement sa nature. Donc c'est une vigilance que les militaires maliens affichent. Et donc, ma foi, je crois que il faut faire profil bas. Du côté des autorités ivoiriennes, il n'y a pas une crise quelconque. Ce sont 49 militaires qui sont envoyés dans le cadre de missions très régulières. D'ailleurs, on va écouter l'un des porte-parole de l'armée ivoirienne qui réagit. Pour soutenir ces deux contingents qui se trouvent à la MINUSMA, c'est-à-dire la compagnie de Mopti et le bataillon de Tombouctou, donc pour soutenir ces deux détachements, a eu besoin, après autorisation de l'ONU bien sûr, et à l'issue d'un protocole d'accord avec la société SAS, a eu besoin d'installer une NSE, en anglais c'est National Support Element, c'est-à-dire les éléments de soutien, donc a eu besoin d'installer cette NSE-là à Bamako, compte tenu du fait que c'est la capitale, donc comme une base logistique avancée, que le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation, à savoir un avion pour le personnel et un autre pour les armements et munitions conditionnés dans les caisses. Ils n'ont donc pas débarqué avec des armes en main et habillés en uniforme, ils n'ont nullement caché leur identité. Toute cette polémique ne devait donc pas avoir lieu. Voilà donc la réaction de l'armée ivoirienne. Cette polémique ne devait donc pas avoir lieu, mais Bamako persiste. Et je le disais, ce qui ne milite pas en faveur de la thèse ivoirienne, c'est que la MINUSMA dit « nous n'attendions pas ces hommes ». D'ailleurs, les Allemands également, qui font partie des missions qui sont là, disent « on n'en attendait pas ». Mais la Côte d'Ivoire maintient cette version, il y a un flou. Effectivement. Il y a un flou. Mais là même, le Mali, ce n'est pas un no man's land pour que chacun débarque comme ça. Et puis surtout, qu'on dise que c'est des militaires. Donc, ce que Abidjan aurait pu faire pour éviter cette avalanche de situations que nous sommes en train de vivre, c'était d'alerter les autorités ivoiriennes, les autorités maliennes. Abidjan dit l'avoir fait. Non, puisque les autorités maliennes disent n'avoir rien su sur l'arrivée sur leur sol des 49 militaires. C'est l'un contre l'autre, hein. C'est-à-dire que oui. C'est les Maliens contre les... Mais c'est eux qui ont accueilli des gens indélicats sur leur territoire. C'est-à-dire qu'ils sont indélicats parce qu'ils ne les attendaient pas. Si c'est des civils qui se promenaient, qui veulent venir reconnaître un peu le Mali, connaître le Mali, ça aurait pu passer. Mais c'est des militaires. C'est des militaires. Et en plus, les informations qui viennent, c'est que les documents que
ces militaires tiennent en main. Il y a certains, il paraît qu'ils étudiants, mécaniciens, et puis bon. Mais pourquoi? Pourquoi? Si l'intention est bonne, on avertit les autorités maliennes que vous allez accueillir telle personne sur votre territoire. Ils sont appelés par telle organisation pour venir travailler avec elle. Et puis bon, je crois que ça peut passer. Mais rien n'a été dit. Des militaires qui dépassent. Ce sera au Togo que nous aussi, on ne pouvait pas accepter des trucs comme ça. On ne peut pas que des militaires débarquent sur votre territoire sans que vous en soyez avertis. Et de plus, le Mali, j'ai dit tout à l'heure, le Mali, ce n'est pas un pays qui est en paix à l'heure actuelle. C'est un pays qui est sur tension. Et sanctions de la CEDEAO, après on a apaisé un peu la sanction. Mais ils sont sur, je ne sais pas, sur tension. Et à aucun moment, mais même l'ami est considéré comme un délicat. Tous ceux qui passent et qui n'ont pas l'aval d'abord du gouvernement malien sont considérés comme suspects. Et donc, Abidjan devait prendre au sérieux ce qui se passe. Supposons que c'est des militaires maliens qui débarquent sur Abidjan. Quelle serait la réaction du président Ouattara? Ce serait la même chose, sans que les autorités aient été averties. Il faut savoir que vous êtes en train de mettre sur le pied sur un terrain dangereux. Le danger est imminent. Quand on analyse quand même dans le fond ce feuilleton, pour beaucoup, ils disent également que Bamako est dans l'exagération, dans la mesure où, s'il s'agit de mercenariat, ils ne vont pas débarquer en plein midi dans un aéroport international qu'ils savent surveiller. Mais non, M. Samuel, vous venez d'avoir l'information de M. Basile. Pourquoi venir sous l'identité d'étudiants, de mécaniciens non, pourquoi? Vous êtes des militaires, pourquoi? Pourquoi faire cette diversion? Non, je crois, ma foi, que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a intérêt à faire profil bas. Et non seulement demander une médiation, soit demander une médiation ou dépêcher une mission pour rencontrer les autorités maliennes et voir dans quelle mesure gérer cette situation-là de façon tranquille. Parce que, vous savez, c'est vraiment dommage que nous, les Africains, vous ne verrez pas ça entre les pays occidentaux. Ces manœuvres-là, ces subterfuges. Donc, il est clair qu'il y a des intentions. Et donc, ce qui paye aux Maliens, comme je l'avais dit précédemment, c'est leur vigilance. Voilà, c'est leur vigilance. Ils sont en perpétuelle alerte. Et je ne sais si c'est ce qui a conduit à ce que le Mali suspende toutes les, comment dirais-je, les rotations de la MINUSMA, etc. Bon, voilà. Et donc, ils sont vigilants parce qu'ils ne savent plus à qui faire confiance. Et donc, du coup, ils ne veulent pas faire d'erreur. Et ma foi, je crois que le président Ouattara a intérêt à comprendre que si c'était une manœuvre, cette manœuvre n'a pas prospéré. Alors donc, il faut faire profil bas. J'ose croire qu'avec ce ton-là que la Côte d'Ivoire lance, il ne se met pas dans cette posture de vouloir attaquer le Mali, et aller en affrontement. Et ça, ce serait une grave erreur. Alors donc, que le président Ouattara fasse profil bas, dépêcher une mission pour rencontrer les autorités, les militaires maliens, et pourquoi pas demander une médiation au niveau de l'ONU. Je sais que, quoi qu'il en soit, la France ne serait pas dans cette logique parce que la France est comme, comment dirais-je, affiliée, partenaire, comment dirais, en grande alliance avec le président Ouattara et donc du coup, mais au regard de la situation, parfois, je crois qu'il faut être tactique. Il faut pouvoir faire profil bas. Et ma foi, moi, j'ai espoir que les Français donneront ce genre de conseils à la Côte d'Ivoire, de dire au président Ouattara, non, ok, revoir copie, ce n'est pas le langage de force, ce n'est pas le cynisme de toujours vouloir soutenir l'insoutenable, ce n'est pas avec ce ton-là que cette situation peut être... oui. Est-ce que vous pensez quand même qu'au-delà de l'apparence qu'on voit, une tension diplomatique, les deux pays utilisent d'autres canaux quand même pour régler la situation? Oui, je crois que ça ne doit pas manquer normalement. Si nous sommes dans une société humaine où il faut qu'on se parle, etc., je crois que peut-être il y a sous cap des démarches qui pourraient être faites.
c'est conseillé d'ailleurs que les présidents essayent de voir si, par d'autres créneaux, on peut essayer de régler. Mais, c'est ça ce que Claude disait, si Ouattara maintient ce langage, comme il donne des ordres à la junte militaire au pouvoir au Mali, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que la junte au pouvoir aujourd'hui, ce ne sont pas des préfets ivoiriens qui sont là-bas, c'est des militaires maliens. Ce ne sont pas des militaires ivoiriens dont il est le chef suprême. Voilà. Il est chef suprême de l'armée ivoirienne et non pas chef suprême de l'armée malienne. Donc les militaires maliens ne sont pas sous ses ordres. Il faut qu'il change de langage. Il faut qu'il abaisse le ton. Il baisse le ton pour que les autres comprennent que, ok, ça aurait pu être autre chose. Mais s'il continue d'élever le ton, les gens vont dire, mais donc vraiment, nous avons bien vu, c'est des terroristes qui nous ont envoyés, et donc on les traite comme des terroristes, on les envoie à la justice, on les juge, et nous verrons ce qu'on va en faire. Mais il faut qu'il soit diplomatique, il faut un langage diplomatique. Aucun pays ne peut accepter l'incursion sur son sol de militaires, même s'il n'est pas armé. Un militaire, c'est un militaire. Un militaire, c'est un militaire. Donc, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal que le ton là soit appliqué au niveau d'Abidjan envers le Mali. Il faudrait que Abidjan adoucisse le ton pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. La CEDEAO, elle est là. C'est vrai que bon, même si la CEDEAO fait une incursion dans cette affaire-là, est-ce que le Mali pourrait accepter le point d'interrogation? Mais donc la communauté internationale doit également se déployer très rapidement. Si vous permettez, c'est en cela je disais que il faut que la France interpelle le président Ouattara à calmer ses ardeurs et trouver une autre, et opter pour une autre voie pour gérer cette situation-là. Mon souhait vivement est que la France mette la main sur le président Ouattara et pour qu'il calme ses ardeurs et opter pour une autre option. C'est pas même que d'autres pays aussi utilisent le langage libération immédiate. Je dis, mais il ne faut pas aller sur ce terrain. Ce n'est pas bien. On ne peut pas concevoir une unité d'action lorsque l'autre fait comme s'il donne des ordres à un pays souverain, le Mali. Je crois donc qu'il est important que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin et afin que la situation là soit vite débloquée. Parce que ce sont ces militaires ivoiriens qui sont en train de souffrir le martyre là-bas. Personne ne sait. Leurs enfants sont laissés à la maison. On les a envoyés à une mission. Voilà que la mission est en train donc de péricliter et on ne sait pas ce que sera pour leur vie demain. Il faudrait qu'on voit les familles de ces 49 militaires-là et on essaie donc de juguler la question pour que soit réglé. Pour que les gens puissent rentrer chez eux quand même. Passons au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. On évoque maintenant la rencontre dite pour la paix des trois ténors de la vie politique ivoirienne. Les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo et l'actuel président Alassane Dramane Ouattara, ils se sont retrouvés le 14 juillet pour discuter. À la sortie de l'audience, une courte déclaration a été lue par le cadet du trio, notamment le président Laurent Gbagbo, qui a parlé d'une rencontre fraternelle pour discuter de sujets qui concernent la vie de la nation, qui vont dans le sens de la décrispation. Yahweh Klonoukoulou, beaucoup disent que au-delà de ce qu'on veut présenter, cette rencontre Bédié, Gbagbo, Ouattara, c'est aussi la rencontre des trois problèmes ivoiriens. Oui. Et à quelle date? Le 14 juillet, oui. Le jour de la libération française. Vous comprenez? Et c'est cette date qu'a choisi le président Ouattara pour convier ses homologues politiques. Ses homologues politiques. Moi, je crois que cette rencontre-là serait dans une certaine prise de hauteur, dans une posture patriotique et s'inscrirait dans une perspective comme laquelle, par exemple, quelle relève nous trois nous préparons. Parce que le président Bédié a été président, le président Gbagbo a été président, le président Ouattara il est actuellement président. Alors donc, consciencieusement, humblement, ils doivent comprendre que de toute façon, leur temps passé passera. Alors maintenant, quelle relève prépare-t-il chacun d'eux pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire? Et encore, quelles conditions est-ce qu'il pourrait instaurer
quel idéal pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Quelle page définitive fermée de ce passé là où l'histoire ivoirienne a été marquée par des armes, des affrontements, etc. Alors donc, quelles leçons tirer et quelles perspectives? Voilà. Mais si cette rencontre doit toujours tourner autour de leur personne, bon, il faut qu'on s'entende pour que, bon, ok, dès que le président Ouattara quitterait le pouvoir, il faut que Gbagbo revienne, ou il faut que Bédié aussi revienne, etc. Bon, si ça doit tourner toujours autour de, ça veut dire tout simplement que c'est du surplace. Je vous pose la même question, Basile Agbo. Est-ce que, comme pour beaucoup, c'est la rencontre des 3 problèmes ivoiriens? Non, est-ce qu'il faut dire que c'est des rencontres des 3 problèmes ivoiriens? Non, c'est rencontre du problème ivoirien. Il n'y a qu'un seul problème en Côte d'Ivoire. C'est les 3 acteurs du problème. Les 3 acteurs du problème ivoirien. C'est le pouvoir. Bon, faut-il applaudir? Ou bien faut-il négativiser ce qui s'est passé? Moi, je me pose la question. Parce qu'en fait, ces rencontres-là, je crois que ce n'est pas la première fois. Hein. Ouais. Les ténors là, les 3 dinosaures là, se sont déjà rencontrés à maintes reprises. Tout à l'heure, Eclou parlait du 14 juillet, qui est significatif, qui est symbolique pour cette rencontre et pour le président Ouattara qui l'a convoqué. Et donc, je ne crois pas que ce soit une rencontre aussi faste pour laquelle on peut faire beaucoup de commentaires. C'est une rencontre pour fêter le 14 juillet ensemble, pour prendre peut-être du champagne, et puis pour aller dire aux Ivoiriens que nous nous entendons bien, nous avons pris du champagne. Ce n'est pas ça. Les Ivoiriens n'attendent pas ça. Les Ivoiriens attendent que demain, lors des élections présidentielles, qu'on ne vive pas le même drame qu'on avait vécu il y a quelques années, où quelqu'un a été accusé d'avoir été l'auteur de cette affaire et qui allait passer du temps à ces pays et est revenu blanchi. Mais la question se pose toujours de savoir qui a provoqué le désordre en Côte d'Ivoire pour que des milliers d'Ivoiriens soient enterrés au jour d'aujourd'hui. Jusque-là, on n'est pas allé au fond de cette affaire. L'autre est revenu. Qui a fait? Ce n'est pas parce que Gbagbo est allé revenu qu'il n'y a pas eu de mort à Abidjan. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on cherche. Donc ça, c'est une platitude qu'on est en train de faire pour se moquer à faire pour des Ivoiriens. Moi, je le dis, parce que ça ne veut rien dire. Pour ma part, ça ne veut rien dire. Quand c'est Gbagbo qui parle, il dit, bon, on se rencontrait, et puis bon, c'est tout. Je dis, non, on se moque des Ivoiriens. Alors, mais quand on analyse dans le fond les mots que le président Laurent Gbagbo a utilisés à la fin, il dit, le président de la République et ses 2 prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique. Le climat politique en Côte d'Ivoire ne serait peut-être décrispé que lorsque les auteurs des massacres qui ont eu lieu avant l'arrestation de Gbagbo seront présentés à la population. Et même si on ne va pas amener quelqu'un au tribunal, que les cœurs soient apaisés. Il y a eu des gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont des mutilés à vie à cause de ce problème entre Gbagbo et Ouattara. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ne peuvent même plus rentrer dans leur pays en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même si on nous dit qu'il y a beaucoup qui sont rentrés, il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux en Côte d'Ivoire. Et donc, on n'a pas fait la paix des braves en Côte d'Ivoire. On fait une paix de simulacre et puis on dit aux Ivoiriens, on est bien. Non, on n'est pas bien. Je crois que le lendemain des élections prochaines, peut encore réserver des surprises, si tant est qu'on fait ce simagré aux yeux des Ivoiriens. Mais il est quand même important que dans ce pays qui a été meurtri par plusieurs années de crise politique, dont le paroxysme a été 2010-2011, mais on n'oublie pas aussi la présidentielle de 2020 n'a pas été très tendre. Officiellement, on a parlé de 85 morts. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on ait de ces images de rencontres entre ces dinosaures? Est-ce que ce n'est pas un message positif pour leur base? Parce qu'on a évoqué aussi le poids politique de ces hommes. Monsieur Samuel, vous savez, lorsque nous allons toujours nous incruster dans de la façade, dans de la figuration, vous trouverez que rien n'évolue. Parce que M. Ouattara a été un acteur de premier rang dans la crise ivoirienne qui a conduit à des morts d'hommes. Oui. Parce que cette rébellion est conduite et dirigée par qui a donné des morts. Et maintenant,
quelle leçon est-ce que M. Ouattara a tiré ou quelle repentance a-t-il montré lorsque nous voyons qu'en 2020, hein, pour encore s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, qu'il tue encore des Ivoiriens? Bon, maintenant, depuis là, c'est vrai, le président Gbagbo a été écouté à la CPI, mais qui a écouté le président Ouattara? Hein? Qui l'a écouté par rapport à son rôle qu'il a joué, cette rébellion qui a causé des morts d'hommes, etc. Non. Bon, maintenant, lorsque ça, vous savez, la déclaration du président Gbagbo, ça, ce sont des langages politiques, vous comprenez, ce sont des langages politiques rusés, hein, vous comprenez. Donc, mais ce n'est pas inutile la rencontre non plus. Non, bon, monsieur Samuel, tout n'est pas question que de rencontres, mais tout est question, comme je venais de le dire préalablement, de pourquoi cette rencontre, quelle perspective, mais c'est cela. Quelle perspective? C'est pour ça qu'il parle de levain de décrispation. Donc, c'est un premier pas peut-être qui va déboucher sur d'autres rencontres. Peut-être on va mettre en place une commission vérité et réconciliation. Bon, je dis n'importe quoi, mais on connaît le schéma aussi. Oui, mais la réconciliation en question, ce n'est pas. Voilà, ce n'est pas maintenant qu'il faut décréter. Et ça a été. Charles Konabani a présidé, ça n'a pas. Oui, mais comment se fait-il que vous parlez de réconciliation, de vérité d'abord, de vérité, et que le président Ouattara lui-même, qui était un acteur de cette tuerie, n'ait pas été écouté? Hein? Son cas n'a pas été écouté. Et comment dirais-je, les Blé-Goudé, comment appelle-t-on, Soro, hein, qui a été président de l'Assemblée, etc. Non, vous savez, les simulacres ne vont pas faire évoluer notre Afrique. Les actions de façade, de figuration ne vont pas faire évoluer notre Afrique. Alors maintenant, si concrètement ces acteurs, leur conscience citoyenne, leur conscience patriotique les interpelle, ma foi, je crois qu'ils s'inscriraient dans cette perspective-là de préparer une relève et non pas de toujours s'imposer comme étant des acteurs incontournables. C'est le cas. Toujours oui, bien sûr, toujours limités, toujours bloqués, à moins que c'est Dieu qui leur rappelle qu'ils perdent leur vie. Alors donc, pourquoi nous ne pouvons pas regarder un peu ce qui se passe au Royaume-Uni, hein, où déjà, à un moment, quand il y a des faiblesses, etc., l'armée n'a pas besoin d'intervenir. Mais du coup, il y a des mécanismes. Bon, le Premier ministre, il passe la main, etc. Bon, c'est compliqué pour nous, les Africains. On n'arrive pas à prendre cette hauteur-là. Hein, on n'arrive pas à avoir cette capacité de comprendre que nous ne pouvons pas être les seuls acteurs et que l'autre aussi peut développer de meilleures qualités que nous. Alors donc, pourquoi pas, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de notre vivre ensemble, pour l'intérêt de notre évolution, il faut toujours permettre qu'il y ait cette... Mais ils ne s'inscrivent pas dans cette logique-là. C'est que pour eux, ils sont des acteurs incontournables et sans eux, il ne pourrait rien avoir. Et si quelqu'un veut élever la tête, donc comme on l'a vu, qui sera aussi qui a voulu être président, finalement, il est obligé de fuir, etc. Bon. Du côté du président Alassane Ouattara, il dit je leur ferai appel pour recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce serait une très bonne chose pour la nation d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. C'est du cynisme. C'est ça, c'est du cynisme. Pourquoi on veut s'amuser avec la vie des Ivoiriens? Ce langage-là, ce n'est pas la première fois que M. Ouattara tient ce langage. Nous allons appeler les anciens, ils ont leurs expériences. C'est des histoires. C'est des histoires. Quelqu'un a peur que quelqu'un soit élu très prochainement et que, bon, ce soit bien, etc., etc. C'est pourquoi on s'arrange à se rencontrer, à se parler, etc., etc. Les trois dinosaures. Moi, je dirais même, comme Cyril le disait tout à l'heure, mais il y a eu un absent. Le grand absent de cette rencontre, c'est Soro. Il fallait inviter Soro. Il n'a pas été chef d'État. Non, mais il a joué un grand rôle dans ces affaires de tuerie qui ont émaillé la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Pendant longtemps. Mais forcément, je pense que ce n'est pas la crise de 2010 qui est revenue dans les discussions. Ils ne veulent même pas. Oui, Ils mais veulent même pas parler il y a de cette aussi crise-là. aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de personnes qui restent encore en détention dont il faut discuter de la relax. Ça, voilà.
On aurait pu nous dire, lors de leur sortie la dernière fois, que nous avons eu à discuter de ces personnes-là qui sont encore détenues en prison et nous sommes dit, on continuera d'échanger autour de cette affaire pour voir comment est-ce que... On ne nous a rien dit de ça. Ça c'est brut quelque part. On dit, on aurait pensé que, etc., etc., c'est tout. Mais quand même, il faut aller au concret. Abidjan a souffert, Côte d'Ivoire a souffert. On ne peut pas venir nous livrer des trucs insipides comme si, bon, les gens ne connaissent pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire est solide. C'est un grand problème qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts. Je continue par le dire. Il y a eu des morts. Quand les gens te racontent ce qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, mais tu vas avoir froid dans le dos. Et donc, ce n'est pas un négociant qui va passer prochainement ou qui ne va plus passer, comme Ouattara a l'habitude de le dire, si les autres se présentent, moi aussi je me présente. Mais la Côte d'Ivoire, écoutez, il faut que les gens comprennent que nous sommes en train de passer. Mais Houphouët-Boigny est passé. Houphouët-Boigny est passé. Eux tous passeront. Mais que les gens pensent à l'avenir de ce pays après leur départ. C'est le plus important, ça. Je vais appeler les gens, il va toujours rester président là pour appeler les autres pour venir rangler cette histoire-là. Où au 14 février, on boit du champagne et puis on raconte des choses. Je dis, il faut que les gens soient sérieux. Les hommes passent, la nation reste. Il faut penser à demain de la nation ivoirienne. C'est le plus important. Tout ça là, c'est des simagrées, c'est des cinémas que moi je ne peux pas. Oui, mais moi je vous écoute, j'entends ce que vous dites, mais j'ai aussi l'impression que vous ne donnez pas toute la portée à la symbolique de la rencontre. Monsieur Samuel, monsieur Basile venait de le dire, le 14 juillet, c'était une occasion de partager du champagne ensemble. De partager du champagne ensemble et d'endormir les Ivoiriens, vous comprenez. Si au sortir de cette rencontre, on lisait un communiqué pour annoncer au peuple que ni le président Ouattara, ni le président Bédié, ni le président Gbagbo ne s'inscriront plus dans une démarche de se présenter à une quelconque élection, ce serait un signal fort à l'endroit du peuple. Et imaginez en même temps, au sein de chacun des camps, de leur camp, mais ça va créer une ambiance où, bon, c'est-à-dire que c'est l'annonce d'une relève. L'annonce, et c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand dernièrement en France, vous voyez, le président Macron, il a reçu des anciens présidents comme Sarkozy, comme Hollande, etc. Bon, qu'ils jouent des rôles de sages pour leur nation, qu'ils jouent un rôle positif. Parce que le président Gbagbo, vous voyez, malgré ça, il est toujours dans cette perspective-là d'être à la tête de son parti et encore d'aller et de se présenter aux échéances. Pourquoi? Et c'est pareil pour le président Bédié également. Bon, pourquoi? Bon, revenir pour faire de la vengeance ou quoi, etc. Bon, moi je pense que si chacun d'eux avait vraiment le souci de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien, ils doivent poser des actes forts et non pas faire de ces annonces-là pour bluffer, pour endormir les citoyens. Non. Est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer ceci comme une première rencontre qui va en appeler à d'autres ou peut-être des sujets de fond, comme vous le souhaitez, seront évoqués? Sam, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la première fois que ces dinosaures-là se rencontrent. Quand Gbagbo était revenu tout triomphant, il a rencontré Ouattara. Oui. Ben, Bédié, il a eu beaucoup de rencontres avec Ouattara. Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est des premières rencontres. Bon, il y a combien de premières rencontres? Bon, peut-être les trois ensemble, c'est depuis, je pense, écoutez, depuis 2010, c'est la première fois que les gens là n'ont qu'à demander aux Ivoiriens qu'ensemble nous allons regarder vers l'avenir. Nous trois là, on se retire de la scène électorale et jouer le jeu qu'il faut. Nous sommes là, on peut vous soutenir, on va vous donner des conseils. Je crois que c'est mieux. Mais ces messieurs, ils sont vieillis. Ils ont vieilli. Ils n'ont qu'à laisser le pays évoluer. Une nouvelle jeunesse émerge et conduit le pays. C'est ça qui est le mieux. Le meilleur signal qu'on peut se donner, c'était ça. C'est à eux de préparer ça ou c'est aussi à la jeunesse d'émerger? C'est à eux d'annoncer quelque chose qui donne de l'engouement à la jeunesse pour se dire, au moins, ces trois dinosaures-là, ils veulent maintenant nous laisser un peu. Voilà. Et on a de l'engouement pour que nos partis puissent être dirigés par des jeunes. Et nous allons reprendre la politique en Côte d'Ivoire à partir de la jeunesse. Mais là, ils n'ont rien dit de ça. Ça veut dire que demain, les élections prochaines, ils vont encore se talonner et puis se donner encore des coups de poing et pour voir si c'est eux, entre trois, qui va prendre le pouvoir, etc. etc. C'est ça qui est gênant, honnêtement. Et si vous permettez, vous savez, l'armée ivoirienne également doit avoir
cette capacité-là de révéler son amour pour la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque les officiers de l'armée prennent position, se mettent dans une position partisane par rapport à un leader politique, ça ne peut pas aider en cela. Pour preuve, en 2020, ce n'est pas le président Ouattara qui allait tirer sur les Ivoiriens. Donc, l'évolution de nos pays en Afrique, les armées aussi ont un rôle important. Si nos pays n'évoluent pas, la responsabilité incombe également au corps habillé. La responsabilité incombe au corps habillé. Parce que si les corps habillés se disent, comment dirais-je, fidèles au président Ouattara, qui le soutiennent, on n'a pas te dit, oh laissez-les, on vous soutient, s'ils veulent faire un truc là, on va les tirer, on va les tuer. Vous voyez, cette mentalité, elle ne peut pas aider à évoluer. Alors donc, il faut que les gens se sentent interpellés, de par leur conscience, et comprendre que non, le pays ne peut jamais se résumer à une personne. Mais le pays, c'est le pays, et le pays s'identifie à la nation. Alors donc, il faut toujours faire ce qu'il faut pour l'intérêt du pays et de la nation, et non pas pour l'intérêt d'un individu. Parce que ça aussi, c'est un gros blocage à l'évolution de nos pays. C'est très important, M. Samuel. En Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne s'est toujours comportée de façon respectueuse vis-à-vis des institutions de la République. C'est un comportement qu'ils ont acquis depuis Houphouët-Boigny et qui demeure donc en eux. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Il faut interpeller l'armée ivoirienne pour qu'elle... Non, il faut interpeller plutôt la classe politique ivoirienne pour qu'elle prenne ces dispositions. L'armée ivoirienne intervient. Nous allons encore crier. Nous allons encore dire, voilà, qu'est-ce que l'armée vient chercher? C'est peut-être Ouattara qui va, je ne sais pas, prendre des sanctions, demander qu'on prenne des sanctions contre son pays parce que l'armée aurait plus le pouvoir, etc. Non, je dis, moi, je veux toujours qu'on mette l'armée à part. Si au hasard, une situation venait à donc les faire intervenir sur la scène politique, on verra. Mais je me dis toujours, moi je ne vais pas tenir sur l'engagement. Bon, je crois que peut-être j'ai été mal compris. C'est-à-dire que mon propos est d'interpeller l'armée à l'impartialité. Oui. Bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Je n'interpelle pas l'armée à prendre le pouvoir, non, jamais. Et je dis, il faut que l'armée joue un rôle impartial. Parce que ce que vous dites, les épisodes de 2020 ont trahi ce que vous dites. Parce que pourquoi l'armée doit aller tuer des populations en faveur de Ouattara pour qu'il reste toujours au pouvoir? C'est cela. Régulière? Oui. Bon, est-ce que c'est l'armée régulière? Mais dans un pays, quand des gens avec des armes tirent et que l'armée régulière même ne réagit pas contre des gens que vous estimez ne pas être de l'armée régulière, il y a problème. Il y a problème. Aux États-Unis, nous avons vu, il y a eu des conflits politiques entre Joe Biden et Donald Trump, mais on n'a pas vu, même Donald Trump a appelé ses partisans au Capitole, mais on n'a pas vu l'armée intervenir, etc. Non, donc nous devons pouvoir faire la part des choses. L'armée doit jouer son rôle impartial et non pas partisan, je l'avais dit. Oui, et non pas partisans. C'est-à-dire que des officiers, pour des intérêts personnels, égoïstes, ils font allégeance au président, etc. Et puis donc, du coup, quand il y a quelque chose, le président du papa dit, reste tranquille, on va les mater, on va faire... Mais voilà, c'est ça qui s'est passé en 2020. Voilà. Et donc, si vous avez procédé à une réforme constitutionnelle et estimé que, comment l'appelle-t-on, que vous avez été voté, oui, et que les élections se sont passées dans de bonnes conditions. C'est en cela également que les institutions en charge de l'organisation des élections aussi doivent montrer toute leur fiabilité à travers leur impartialité. C'est le nœud du problème en 2010 depuis la Côte d'Ivoire. Parce que tel dit que non, c'est lui qui a gagné les élections. L'autre dit, et Gbagbo dit, bon, ok, si vous venez, on va s'asseoir pour élucider cela. Donc, la fiabilité des résultats des élections, le processus électoral et aussi le caractère impartial de l'armée sont deux choses qui peuvent aider nos pays africains à préserver la paix, la sérénité et évoluer. C'est très important. C'est bien entendu, merci. On va marquer, si vous voulez, la pause ici, le temps du journal, une dizaine de minutes. Et on revient après pour continuer.